Bonjour à toutes et à tous, c'est notre 5e épisode sur l'actualité écologique de la semaine. C'est parti. Alors, hier, nous avons vécu une journée noire au Parlement européen, une journée noire pour l'écologie, parce qu'il y a quantité de décisions catastrophiques d'un point de vue écologique qui ont été prises. La première, c'est qu'on a adopté l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. C'est un accord qui prévoit d'augmenter de 30% le commerce donc avec la Nouvelle-Zélande. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va faire traverser 20 000 kilomètres à des denrées, des produits qu'on fabrique déjà ou en France ou en Europe. On va mettre tout ça donc sur des bateaux cargo qui vont circuler pendant des semaines à grand renfort donc de production évidemment de gaz à effet de serre. Donc c'est absolument catastrophique. On parle de quel type de produits ? On parle de fruits notamment comme les pommes par exemple, mais aussi beaucoup de produits animaux, les produits laitiers, la viande, etc. Et donc ça en plus ça va créer une concurrence absolument déloyale pour nos producteurs, nos agriculteurs en France. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, c'est le plus grand exportateur au monde de lait, alors que par exemple en France, nos producteurs ont déjà du mal à écouler leur production et à vivre dignement de leur travail. Et en prime, en fait, tout ça, ça va stimuler l'élevage, et notamment l'élevage intensif, alors qu'on sait qu'il est déjà responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. La Nouvelle-Zélande utilise aussi des pesticides qui sont interdits en Europe, donc ça c'est bon, apparemment c'est pas un problème de les récupérer par voie d'importation. Et donc justement, puisqu'on parle de pesticides, deuxième décision catastrophique, c'est qu'il y avait un règlement pesticides justement qui proposait de diminuer de 50% l'utilisation de ces produits à horizon 2030 et globalement à les rendre aussi moins nocifs pour l'environnement, pour la santé d'une manière générale. Et ça aussi ça a été rejeté. Donc là on est vraiment dans la droite ligne de, vous vous souvenez, on a prolongé justement de 10 ans l'utilisation du glyphosate. Voilà, les pesticides, on les réduira pas. Alors qu'en plus de ça, c'est d'autant plus catastrophique, qu'on connaît déjà les conséquences capitales en termes de perte de biodiversité, de conséquences sur la santé, sur l'environnement d'une manière générale, la pollution des eaux, la pollution des sols, enfin bref. Mais en plus de ça, j'ai participé à une mission d'information dans la Commission du développement durable sur les liens entre biodiversité et paysage agricole. C'est ma collègue Manon Meunier qui est co-rapporteur de cette mission et le rapport sortira bientôt d'ailleurs. Bref, dans ce cadre, on avait été au centre du CNRS à Chizé où les scientifiques là-bas en fait nous avaient expliqué qu'ils avaient mené donc des expériences à ciel ouvert en fait sur tout un tas d'exploitations agricoles et leur conclusion c'était qu'on peut diminuer de moitié l'utilisation donc de ces intrants chimiques sans qu'il n'y ait aucune incidence sur les rendements. Donc en réalité, ce serait une mesure qui non seulement serait extrêmement bénéfique pour l'environnement, mais qui serait complètement indolore pour les agriculteurs. Donc en fait, les seuls qui en souffriraient, c'est l'industrie agrochimique. Et malheureusement, on voit qu'encore une fois, ils ont gagné. Et dernière décision catastrophique, celle-là c'était mardi, donc toujours au Parlement européen. En fait, ils ont reconnu l'énergie nucléaire comme une technologie verte en fait, du fait qu'elle ne produirait pas de gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, ça va permettre des assouplissements réglementaires pour cette industrie. C'est surtout une très grosse victoire politique et symbolique qui s'inscrit dans un contexte global de réhabilitation du nucléaire comme énergie verte, ce qui me paraît complètement fou et c'est ce dont je veux vous parler. Pas plus tard que la semaine dernière, la ministre de la Transition énergétique, donc Agnès Pannier-Runacher, a annoncé qu'avec 5 autres pays, elle allait porter à la COP28 qui se déroule la semaine prochaine à Dubaï, ça ne s'invente pas. Bref, qu'elle allait porter donc à la COP28 la volonté d'inciter les pays à tripler la production, les moyens de production en tout cas d'énergie nucléaire à horizon 2050. On est vraiment dans une espèce de folie nucléaire avec un discours donc qui présente comme une énergie verte, comme un moyen de lutte contre le réchauffement climatique et malheureusement ça marche. Il y a le baromètre de l'ASN qui vient de sortir et l'ASN c'est l'autorité de sûreté nucléaire et qui dit que 46% des Français ont une vision positive du nucléaire alors qu'il n'était que 43% il y a seulement 2 ans. Et je veux vraiment alerter là-dessus parce que non, le nucléaire n'est absolument pas une énergie verte. Déjà parce qu'il y a le problème des déchets qu'on ne sait toujours pas traiter, vous êtes au courant. On produit 1000 tonnes de déchets nucléaires en France par an. Certains, 10% d'entre eux, sont radioactifs à vie longue, c'est-à-dire que donc c'est une radioactivité qui reste entre 30 ans et des centaines de milliers, voire des millions d'années. Et nous, on les stocke,
qu'on les enfouit. Enfin bon, là, on a clairement une dette écologique phénoménale à des millénaires devant nous. Mais même au-delà de la question des déchets, puisque leur argument majeur, c'est de dire que ça ne produit pas de gaz à effet de serre, donc c'est une solution face au réchauffement climatique qui est notre urgence du moment. Mais ça, en fait, aussi, ça pose problème, déjà parce qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre importées, du fait de l'extraction des minerais, notamment de l'uranium, de leur transport, puisque je rappelle qu'on n'en a pas en France, donc on fait venir de pays lointains, et puis également parce que c'est une industrie qui est extrêmement consommatrice de béton, que ce soit pour les installations ou par exemple justement pour le stockage des déchets. Enfin, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que l'industrie nucléaire, c'est une industrie sur le temps long. Par exemple, là, donc le gouvernement est parti pour construire 6 nouveaux EPR, 14 à terme. Mais ces nouvelles constructions qu'on nous promet là maintenant, enfin qui vont démarrer, en réalité, ne seront pas opérationnelles avant 10 à 15 ans. Donc ça veut dire que pendant ces 10 à 15 ans, on ne fait rien pour lutter contre la hausse des gaz à effet de serre. Il se passe rien, on ne diminue pas cette production pendant ce laps de temps, en attendant donc que ces réacteurs soient opérationnels. Et puis on oublie aussi, c'est que on oublie aussi que le nucléaire n'est absolument pas résilient au changement climatique. Où on en sera dans 15 ans en termes de température. Regardez comme ça c'est allé vite, comme le changement climatique va vite. Tous les scientifiques nous alertent sur l'accélération de ces phénomènes. Or, pour refroidir les centrales nucléaires, on a besoin d'eau. On voit bien qu'on fait face à de plus en plus de sécheresse. 44 de nos réacteurs sur 56 sont au bord de rivières. Or, qu'est-ce qu'on va faire d'ici 15 ans? Peut-être qu'il va falloir choisir entre refroidir nos centrales ou boire. C'est une vraie question qu'il faut se poser. Par ailleurs, il y a des rejets aussi d'eau trop chaude dans les cours d'eau par les centrales nucléaires. Une fois qu'elles sont refroidies, elles sont des fois amenées à rejeter de l'eau trop chaude. Ça a été le cas plusieurs fois récemment. Il y a eu des dérogations pour ça. Ça a des conséquences délétères sur la biodiversité, c'est évident. Et ça encore, ce sont des phénomènes qui vont être amenés à se répéter et à s'accélérer dans le temps. Et enfin, de l'autre côté, certains de nos réacteurs sont en bord de mer. C'est le cas par exemple du Blayais. Là aussi, on nous promet une montée des eaux côté donc mer-océan. Donc le nucléaire n'est absolument pas résilient au changement climatique. C'est complètement fou de s'engager comme ça sur des projets pareils, donc qui seront en place seulement dans 15 ans et qui sont voués normalement à durer pendant des dizaines et des dizaines d'années, alors que la vraie solution, ce serait d'investir massivement dans les énergies renouvelables, parce que là, on est sur des chantiers beaucoup plus courts, de 5 à 7 ans par exemple. Donc là, on est beaucoup plus réactif face justement à l'évolution du changement climatique, face à la montée donc des gaz à effet de serre, ou plutôt à notre volonté de les faire baisser. Et puis surtout, la vraie solution, ce serait la sobriété énergétique. C'est ça qu'il faudrait marteler, qu'il faudrait organiser dans la société, dans l'industrie. Là, je parle de vraie sobriété énergétique, pas évidemment de leur fameux conseil de porter des cols roulés et autres doudous. Le dérèglement climatique tue. On le voit en ce moment au Brésil, il y a une vague de chaleur absolument sans précédent qui va jusqu'à 60 degrés ressentis, ce qui est tout à fait invivable. Et d'ailleurs, il y a eu un concert de la chanteuse Taylor Swift où il y a eu des milliers d'évanouissements et une jeune femme qui est morte de chaleur pendant ce concert. Donc ça, c'est une illustration tragique des conséquences du réchauffement climatique qui a fait la une des journaux. Mais en réalité, il ne faut pas oublier que derrière, déjà, il y a une quantité de gens qui souffrent et meurent aujourd'hui du réchauffement climatique et qu'en l'occurrence, ceux qui en souffrent le plus sont toujours les plus pauvres partout dans le monde. En l'occurrence, à Rio, ceux qui souffrent le plus de cette vague de chaleur, ce sont par exemple ceux qui vivent dans les favelas à Rio, qui à la fois concentrent une énorme densité de population et dans des habitats extrêmement précaires. Donc les premières victimes du dérèglement climatique, ce sont les plus pauvres, et en réalité les responsables, eh bien, ce sont les plus riches. Il y a un rapport d'Oxfam qui vient de sortir, qui est absolument édifiant et qui montre que les 1% les plus riches de notre planète polluent plus que 5 milliards d'êtres humains. Voilà, on en est là. Donc c'est pour ça que nous, on défend une écologie populaire, anti-oligarchique, et exactement à l'inverse de ce que fait la Macronie, qui renvoie tout à la responsabilité individuelle, avec des campagnes je baisse, j'éteins, je décale par exemple, comme si c'était ça qui était la cause majeure de la dépollution des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'en fait il faut s'attaquer aux vrais responsables qui sont les ultra riches, les multinationales, les industries fossiles, et puis l'agro-industrie.
et c'est tout un modèle qu'il faut remettre en question, contre lequel il faut lutter. Il faut tout transformer, il faut taxer notamment ses responsables, changer de système et pouvoir financer comme ça une véritable transition écologique qui serait au bénéfice de toutes et tous, qui permettrait par exemple de vivre dans des logements mieux isolés, de vivre dans un environnement libéré des pollutions, de s'alimenter sainement, etc., etc. Et c'est bien ça notre objectif politique. Et ce rapport vient démontrer ce que nous disons. L'écologie, c'est aussi une affaire de lutte des classes. Et puisqu'on parle de nos solutions, de nos propositions, nous, en matière d'écologie, eh bien justement, dans notre niche parlementaire qui se tiendra jeudi prochain, le 30 novembre, il y a 3 textes qui parlent d'écologie. D'abord, il y a une demande de commission d'enquête quant à la gestion par l'État des risques naturels majeurs dans les territoires d'outre-mer, pour le dire vite. C'est un enjeu majeur parce que, évidemment, nos concitoyens ultramarins sont aux premières loges du dérèglement climatique parce que justement, ils font face à une augmentation de la fréquence des événements climatiques majeurs. Et donc, il y a un véritable enjeu à construire une véritable politique publique de protection et d'anticipation de ces événements et sortir de la politique court-termiste et de gestion d'urgence permanente comme c'est le cas aujourd'hui et qui est complètement inefficace. Donc ce texte a été voté en commission du développement durable, donc à suivre dans l'hémicycle, mais on a bon espoir qu'il soit adopté. Deuxième texte important, un moratoire contre les mégabassines. Sur les mégabassines, les projets de mégabassines. C'est une proposition qui est soutenue par 71% de la population, figurez-vous. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, le tribunal administratif de Poitiers annulait 15 projets de mégabassines, justement pour des raisons d'adaptation en fait au changement climatique. Donc il y a vraiment un message très important à porter aujourd'hui dans la société pour dire que ce n'est pas la solution, qu'il faut sortir de ces fausses solutions qui en réalité aggravent le problème auquel on fait face, à savoir l'augmentation de la sécheresse et du manque d'eau. Bref, ça, ce sera aussi à suivre en hémicycle jeudi. Celle-là, par contre, elle a été complètement vidée de sa substance et même rejetée d'ailleurs en commission du développement durable, mais on mènera la bataille dans l'hémicycle jeudi prochain. Et enfin, je vous parlais tout à l'heure de l'accord de libre-échange entre Nouvelle-Zélande et Union européenne. Mais justement, nous portons une proposition de résolution pour que la France refuse la ratification de ce traité. Ça aussi, ce sera à suivre jeudi dans l'hémicycle. Voilà, donc on compte sur vous pour suivre ces débats avec nous. Ça commencera donc jeudi à 9h et ça se terminera à minuit tout pile. On a besoin de force, de soutien aussi pour porter ces propositions dans la société d'une manière générale. Et puis voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à faire passer le message à vos amis. Et je vous dis à la semaine prochaine.